Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une femme extraordinaire qu'on surnomme la jeune millionnaire. Un peu plus tard, on aura notre coach Normand Laudiat qui va nous donner quelques conseils sur comment faire le ménage de notre environnement. Et en toute fin d'émission, j'aurai une recommandation à vous faire d'un livre qui vient tout juste d'être lancé. Bienvenue à Motivation Québec, le show. Mon invitée d'aujourd'hui est une femme d'affaires qu'on peut qualifier de self-made millionaire, ce qui veut dire millionnaire à partir de rien. Cependant, on ne peut pas dire que son parcours a été rose. Pharmacienne de formation, elle a décidé de travailler fort d'arrache-pied afin de réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, étant millionnaire, elle a pour mission d'inspirer les gens afin qu'eux aussi réalisent leurs rêves. Eliane Gamache-Latourelle. Allô? Salut, très contente de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps que c'est planifié. Ben oui, ça fait longtemps. Écoute, ça fait presque un an qu'on s'échange des courriels et je suis très content que tu participes à l'émission. Un grand merci. Et un grand merci, Eliane, aussi, pour autre chose que les téléspectateurs ne savent pas, mais le un quart des invités que j'ai eus cette saison, ils ont été référés par toi. Et je voulais te remercier beaucoup, ça me fait tellement plaisir. Eliane, de m'avoir référé tous ces gens-là. Comme je dis tout le temps, quand on me demande de l'aide, bien souvent, quand je peux aider, j'aide. Donc, tu m'avais demandé justement des gens inspirants qui motivaient. Puis souvent, moi, j'en vois quotidiennement des gens qui réussissent à réaliser leurs rêves, qui veulent vraiment, qui sont motivés, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes de tous les âges, de 8 ans à 88 ans. Donc, de mettre ces gens-là en lumière pour moi, puis de t'aider finalement à les mettre en lumière, pour moi, c'est merveilleux. Là, j'étais contente. Ben, c'est formidable. Merci beaucoup, Eliane. Et puis, j'imagine que les gens à la maison te reconnaissent par visage ou avec le nom ou même avec le surnom de jeune millionnaire. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parle-nous un peu de ton parcours étant la jeune fille qui était dans une pharmacie. Parle-moi de cette histoire-là. Quand j'étais jeune, mais depuis, tu sais, souvent les gens me disent comme depuis quand tu sais que tu vas être une femme d'affaires? Oui, mais depuis toujours. Moi, j'avais 4 ans dans mon salon, je vendais des légumes en plastique. Puis quand j'ai su comment calculer, puis je pouvais charger la taxe, je le faisais. Là. J'étais vraiment contente. J'avais une calculatrice avec du papier que j'avais demandé pour ma fête pour être sûre de pouvoir vendre comme il faut. Donc, j'ai toujours observé la vente, j'ai toujours observé les affaires. Puis, on m'a toujours demandé qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie. J'ai toujours répondu femme d'affaires. Donc, j'ai focusé là-dessus toute ma vie. C'est comme un peu quelqu'un, c'est exemple, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu réponds chanteuse. Mais la personne, elle va te dire, mais je vais être chanteuse, elle va chanter toute sa vie. Mais moi, je vais être une femme d'affaires. Donc, j'ai fait des affaires toute ma vie. À partir de quand j'ai eu 12 ans, j'ai voulu lâcher l'école, je pense, à chaque année pour pouvoir me lancer en affaires. J'allais au salon de la franchise, je participais à tous les concours d'entrepreneuriat de ma région. Je gagnais des bourses, c'était 100, 200 $, j'étais contente. Mes profs, quand j'avais des projets personnels, que j'avais le choix de faire qu'est-ce que je voulais, je faisais des plans d'affaires pour soumettre des entreprises à la banque. Mes profs, ils me donnaient ça, ils ne comprenaient même pas ce que je faisais. C'était bizarre. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu étais une entrepreneur née? Oui, sincèrement, je l'avais en dedans de moi. C'est ce que je voulais faire, des affaires. J'ai suivi toutes les au Québec, exemple, l'histoire de GM, Steinberg. J'avais peut-être j'étais adolescente, même pas. J'étais plus jeune que ça, puis c'était ça qui m'intéressait. Tu sais, une passion, ça naît du cœur, puis quand tu l'as, quand tu nais, c'est ça, tu la suis, puis tu deviens bon parce que tu focuses là-dessus toute ta vie. On dit focaliser, là. Je focusais là-dessus toute ma vie. Ouais, puis après ça, bien, veux pas, un de mes rêves, c'était d'aller à l'université. Je voyais les films quand j'étais plus jeune, tu sais, les films américains, puis je voyais que ça avait l'air le fun. C'est bien vu d'aller à l'université. Mais ça avait l'air trop le fun. Moi, j'adore les gens, puis j'adore les amis, j'adore le fun, les parties, tout ça. Mais j'aime aussi étudier. J'étais vraiment une fille qui aimait les livres, apprendre. J'étais une scientifique née, donc j'ai fait 6 ans à l'université. J'ai fini avec un bac en pharmacie. Ensuite de ça, j'ai ouvert des pharmacies. J'en ai eu 5. Puis moi, ce que je faisais le mieux, c'est que j'aidais les entrepreneurs dans ma vie au privé à emmener leur entreprise plus loin ou à créer un rêve. Finalement, les rêves d'entreprise, en le mettant en réalité. Je suis une fille qui est capable de transformer un rêve en réalité. C'est toujours ça ma force. Donc, après ça, au début, je voulais pas faire ça nécessairement à temps plein parce que j'avais pas de preuve que j'étais bonne. Donc, je demandais aux gens, donne-moi ton entreprise, je vais t'aider à multiplier tes profits, à la grossir, à l'emmener où est-ce que tu as envie. Puis ma façon particulière de travailler, c'est que je pars de l'humain, puis ensuite, je vais vers l'entreprise. Donc, j'en ai fait gratuitement. J'en ai pris jusqu'à temps que l'offre dépasse la demande ou quoi que ce soit, ou l'inverse. Là. Puis, c'est ça.
Et Voilà, puis, là, je suis ici aujourd'hui. là, tu parles beaucoup de l'entrepreneuriat, mais tu as suivi beaucoup ton père, qui lui était pharmacien. Oui, il était pharmacien. Et tu allais souvent dans la pharmacie, tu Oui. étais à la caisse. Qu'est-ce que tu Ce faisais? qui Qu'est-ce que arrivait, ton ouais. père Mon faisait père, avec toi? tu sais, pour le voir, il travaillait quasiment 100 heures semaine, donc il fallait que je m'intéresse à la pharmacie. Puis ce que je faisais, c'est que j'étais caissière. Vraiment, à 8 ans, j'étais caissière, je calculais les sous, je gérais les rouleaux de caisse, j'étiquetais les pastilles, mettons, qui étaient en vente. Là, c'était vraiment ça, j'apprenais mon métier. Je trouve que quand on est dans un domaine particulier, plus on a tout fait, plus on connaît le domaine, plus on est bon. Je veux pas, moi, quand j'ai eu ma première pharmacie, j'avais tout fait. J'avais fait de la loto à la caisse à l'avant, j'avais fait de la caisse, les cosmétiques, j'avais été dans l'entrepôt, j'avais géré des inventaires, je connaissais le milieu, mais vraiment quand même bien, parce que j'avais commencé jeune. Puis plus on est jeune dans un domaine, meilleur on devient, veux pas. Puis on répète surtout pas les erreurs de ceux qu'on a vus passer avant nous avant. Là. Et je veux devancer le fait que tu as écrit 2 livres. On va Oui. quand même parler du premier, La jeune millionnaire, les secrets parfois tristes de son succès. Par rapport au fait que ton père avait une pharmacie et puis... Il y en a pas... Bien, il y en a eu une, mais il y avait... En fait, on a retiré sa clé. Ouais, c'est ça, et puis... exact. Ouais, c'est ça. Parle-moi de cet... Je sais que c'est un peu difficile à parler, mais parle-moi non, de cet échec que ton père a eu. Est-ce que ça a été une sorte de motivation pour toi exceller dans le domaine que ton père avait échoué? Pas de domaine. Le domaine, ça n'a pas d'importance. Pour moi, j'étais juste une scientifique. Puis pourquoi je voulais être pharmacienne, c'est que pour moi, c'était un laboratoire à humains. Premièrement, j'aimais le commerce de détail. Puis deuxièmement, les humains venaient me voir. Puis c'est ça qui me fascinait. Je me suis toujours posé la question, c'était quoi la différence entre les humains heureux puis malheureux? Puis veux pas, c'est fascinant. Puis dans une pharmacie, ce que je capotais puis ce que je tripais, c'est que j'avais la vérité sur une prescription. Donc, j'avais la personne vulnérable qui apparaissait, puis il n'y avait pas de masque sociétaire. Avec moi, il n'y avait pas le choix de dire ce qui ne filait pas, qui était dépressif, anxieux. Donc, ça m'a toujours comme fasciné de voir à quel point la relation que tu peux avoir avec un humain sur un comptoir de pharmacie. Parce que dans la vie, moi, je veux juste aider les gens. Puis que je sois hôtesse chez Cora Déjeuner, ce que j'ai été, là, c'est pas une pub pour Cora, mais quand même, que je sois sur un comptoir de pharmacie, que j'écrive des livres, que je sois au Salon du livre, que je sois avec des entrepreneurs, pour moi, c'est toute la même mécanique que je fais. J'aide l'humain à enlever ses peurs puis à lui faire prendre son envol. C'est toujours la même histoire. Que ton rêve, ça soit de ne plus consommer d'héroïne, de te sortir de ta dépression, ou que ton rêve, ça soit de bâtir une entreprise, pour moi, c'est la même chose. C'est que ton rêve est important pour toi, puis peu importe, il n'y a pas de petit ou grand rêve, là, on s'entend. Puis à l'époque, quand mon père avait une pharmacie, en fait, ce qui est arrivé, c'est que du jour au lendemain, il se l'est fait enlever par une franchise, mais je ne rentrais pas dans les détails techniques, c'est trop plate. Là. C'est tellement plate, là. C'est des termes techniques. Il se l'est fait enlever, j'avais 8 ans à cette époque-là, puis ça m'a marqué parce que je voyais un homme défaite. J'ai dit, vraiment défaite, puis qui n'osait pas l'avouer pour être... Tu sais, la société veut pas, on veut toujours être bien perçu par la société, puis on fait souvent les choses pour les autres, pour le regard des autres. Pourtant, ton père avait tellement travaillé. Dans ton premier livre, tu racontais à quel point tu ne le voyais presque pas, ton père, étant donné qu'il travaillait beaucoup... toujours. C'est un bourreau de travail. Je dis toujours que ça a été son bourreau aussi de la vie. Et ça a été peut-être une motivation aussi de te partir en affaires, de ne pas être dépendante du gouvernement, de ne pas être dépendante d'un patron, ou tu as vraiment voulu te... Ça part du fait qu'être en affaires, ça part du fait d'être, premièrement, c'est une passion. Parce que, veux pas, on est leader. Quand on est entrepreneur, on lead des projets. Moi, ma fascination, c'est l'humain, puis de créer des projets, créer des idées, puis les mettre en réalité. Donc, oui, c'était ma façon d'être, ma façon d'être libre. Aussi, ma mère, c'est une personne très libre. Elle est libre d'esprit, elle est libre de cœur. Donc, j'étais comme ça aussi. Puis, ma motivation, oui, ça a été de dire, mais mon père, il a tellement, tu sais, il est mort du cancer il y a à peu près 3 ans. Puis, j'ai toujours dit que c'était justement cette insécurité financière-là que je pense qui a contribué à ça. Veux pas, le stress, l'anxiété reliée à ça. Puis je me suis dit, je ne veux jamais me ramasser là. Puis l'autre chose, quand tu es une femme, que les hommes ne rencontrent pas cette histoire-là, tu te fais toujours demander qu'est-ce que tu veux dans la vie des enfants ou être en affaires. Moi, je me suis dit, je vais être les deux, puis je vais faire ma carrière d'affaires hyper intense au début de ma vingtaine. Je vais tout faire ce que j'ai envie. Je vais potentialiser la personne que je suis au niveau de ma carrière. Et ensuite de ça, quand va être le temps de rencontrer l'amour, d'avoir des enfants, mais je pourrais être là à la maison avec eux. Et ça va arriver un jour. Mais justement, tu parlais de la vingtaine. Alors que tu étais entrepreneur, quels sont les défis que tu as rencontrés au cours de cette aventure d'entrepreneuriat-là, que tu es encore là aujourd'hui? Mais on s'entend, aujourd'hui, tu es millionnaire, les affaires vont bien, mais ça va pas toujours bien, ça, c'est faux.
tu as des entreprises qui vont mal des fois. Sur à peu près 10 choses que tu fais, des projets, tu en as peut-être 2 sur 10 qui fonctionnent. C'est ça, en réalité. Puis tu en perds en maudit de l'argent. Puis même encore aujourd'hui, j'en perds à tous les jours, j'en regagne. Je t'associe, je me dis ceci, c'est normal, c'est ça être en affaires. Faut pas être surpris. Souvent, les gens sont surpris de la réalité. Tu sais, je rencontre des gens, mettons, qui me disent hey, « je suis assez surpris, mon père est décédé. » Mais non, ça fait partie de la vie, la mort. Mais en affaires, là, c'est la même chose. Tu vas perdre de l'argent. Ça veut pas dire parce que t'en as que tu ne perdras pas. Ça veut pas... Il n'y a rien de sûr dans la vie. Rien de rien de rien. Les emplois sont pas sûrs, les entreprises sont pas sûres. Même si on a de l'argent, c'est pas sûr qu'on va la garder parce qu'on reprend des risques, c'est des risques financiers. La seule chose qui est sûre, vraiment, c'est notre valeur à nous. Tu sais, je dis toujours que la certitude dans un monde incertain, c'est nous autres, qui on est vraiment à l'intérieur de nous. Notre certitude, le reste, c'est tout faux. Il faut pas prendre pour acquis ce qu'on a, puis ça peut changer du jour au lendemain. Même si on travaille fort, même si on a des bonnes intentions, on sait jamais ce que la vie, ce qui va arriver finalement. Puis les défis à la vingtaine, d'être en affaires, je sais pas, je n'ai pas de temps eu, c'est de foncer, c'est de toujours continuer, c'est de travailler, se lever le matin. Les grands défis que j'ai eus, honnêtement, c'est au niveau sentimental, mes premières entreprises que j'avais montées de A à Z moi-même, que j'avais vraiment bâti avec mon cœur, que j'étais allée chercher client par client, que j'avais mis 100 heures semaine, c'est quand j'ai réalisé qu'à un moment donné, j'étais plus heureuse là. Le défi, ça a été de prendre la décision de la vendre. Wow. Ça a été tough. Ça a été mon plus grand défi de dire... Tu sais, j'en parle avec émotion. Même ça m'a fait vraiment de la peine. C'est une famille, tu es là pour les gens, tu es là pour tes clients. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais, mais moi, en tant qu'humain, je suis plus bien. C'est de se respecter en tant qu'individu, de dire, moi, qui je suis, puis c'est mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit, et de suivre ça toute sa vie. Je dis toujours que le bonheur, c'est d'être soi-même à 100 lié avec qui on est, puis d'être réellement aligné avec ça. Puis cette fois-là, ce matin-là, que je me suis dit, je suis plus bien, je suis plus heureuse de prendre la décision de partir. Ça a été la plus grosse histoire de ma vie puis la plus grosse épreuve que j'ai vécue dans ma vingtaine. Wow. Je veux parler maintenant de mentorat parce que, bon, j'ai parlé de ton premier livre, mais tu en as sorti un deuxième récemment, La jeune millionnaire en affaires, encore coécrit avec Mark Fisher. Toujours. Mark Fisher, c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Vraiment. Je pense même que c'est ton mentor. Vraiment. Il m'apprend beaucoup. Quel impact il a, Mark Fisher, autant dans tes écrits que justement... Dans tout, c'est un homme qui croit en moi, premièrement. C'est important d'avoir des gens autour de nous qui croient en nous. Il m'apporte un brin de folie. Il est fou. C'est un gars qui est hyper moment présent, qui est détaché de tout ce qui est... Il est détaché, il m'amène dans un degré d'évolution. Il me fait évoluer, finalement. Souvent, c'est ça. Il m'apprend à être juste heureux, simplement, au moment présent, that's it, that's all. Il me fait rire. Je l'appelle à tous les matins, puis on a des running gags qui durent depuis 1 an et demi maintenant. On est vraiment proches. Il remplace, comme je dis souvent, pas mon père, mais une présence masculine qui me rassure. C'est important que des gens autour de nous qui nous rassurent sur qui on est. On a besoin de tout ça, l'humain, d'amour puis de sécurité. Donc, cet homme-là joue ce rôle-là. Puis en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il m'aide justement à écrire mes livres, à mettre mes idées, à les peaufiner pour que les gens comprennent réellement ce que je veux dans mon message. Effectivement, et Mark Fisher, qui est un auteur à succès, beaucoup de gens le connaissent pour les livres qu'il a déjà écrits. Mais La jeune millionnaire en affaires, de quoi ça parle? Quelle est la différence entre le premier livre? Parce que j'ai lu le premier livre, on parle littéralement de ton histoire. Là, La jeune millionnaire en affaires, est-ce que tu donnes des trucs pour le premier les gens livre, qui veulent se lancer en affaires? C'était vraiment le premier livre, c'était de me faire connaître, de créer de la motivation. Je sais que les gens qui lisaient le premier livre, ça les faisait passer à l'action vraiment, puis que ça changeait leur vie. Tout à fait, j'en suis la preuve. Ça m'a fait passer à l'action. C'est trop Je dis pas ça pour être têteux, c'est vrai. Je suis contente. J'ai littéralement passé à l'action. Mais justement, parle-nous de ton deuxième livre que tu viens de lancer. Le deuxième livre, c'est vraiment, moi, je trouvais que, je dis toujours que tout le monde peut être en affaires, un peu comme dans le film Ratatouille, là, le chef cuisinier dit que tout le monde peut cuisiner. Mais moi, je dis que tout le monde peut être en affaires, puis les gens, ce qui manquait, moi, j'ai une entreprise de consultation, je vois 500 entrepreneurs par année qui viennent me voir 500? avec à peu près Il n'y a même pas minimum. 500 jours par année? Bien, ça veut dire que des fois, j'en vois de 4-5 dans une journée. Mais c'est ça ma passion, donc je pourrais pas en faire moins. C'est ça qui me fait lever le matin, puis c'est ça qui me fait triper, de voir des gens réaliser leur rêve. Puis, oui, c'est ça. Fait que le deuxième livre, je voyais qu'il manquait des trucs concrets, mais vraiment la réalité des affaires. Moi, je voulais un livre que tu lis, tu rouvres, puis ça te donne envie de te lancer. Si tu es sur le bord de te lancer ou tu es déjà en affaires, qui peut t'aider à progresser puis à t'améliorer. Exemple, comment négocier? Je négocie tout, mais est-ce que tu négocies toi aussi? C'est quoi la négociation?
Tu as besoin d'argent pour te partir. C'est sûr que tu vas en avoir besoin à un moment donné ou pour grossir. Voici 12 trucs concrets, comment tu peux aller chercher des idées de projets. Puis je voulais aussi inspirer les gens, de montrer où est-ce qu'il y a des gens que j'admire. Par exemple, Estée Lauder, mettons Lise Dion ici, Lise Wattier, oui. Caroline Néron, des gens comme ça. Céline Dion, à la fin, que j'en parle au niveau du couple, là, de l'amour. Puis je voulais que les gens comprennent où est-ce qu'ils étaient partis, même Coco Chanel. C'est hyper intéressant de voir à quel point la plupart des humains partent de rien puis ils réussissent à travailler fort pour puis comme je le même modèle. Comme je l'ai dit en introduction, Self-Made Millionaire, il y a beaucoup de gens, la majorité des millionnaires ont commencé avec pratiquement rien. Ouais, Éliane, écoute, il reste quelques minutes seulement. Je pourrais parler 1 heure avec toi, mais c'est limité. Je veux quand même te poser des questions en vrac. Yes. C'est la première fois que je fais ça de la saison, donc il faut que tu me répondes très rapidement. OK, j'essaie. Première question, combien d'heures dors-tu par jour? Sois bien honnête avec moi. 6 heures. Je me couche quand je suis fatiguée, je me lève quand je suis fatiguée, mais j'ai tellement hâte de me lever que je me lève quasiment à 5-6 heures tous les matins. J'ai trop hâte, là. Je suis trop excitée. Prochaine question. 3 domaines ou industries dans lesquels il faudrait investir. Immobilier, vraiment. Des entreprises, c'est une bonne question. Immobilier, c'est le meilleur, là, investir en immobilier. Le reste, technologie, vraiment, les applications, tout ça, c'est encore en lien. Puis les nouvelles idées, l'innovation, tout ce qui est... Oui, comme tous les trucs innovants, mais technologiques. Parfait. Oui, vraiment. Ta plus grande qualité? Ma simplicité. Ton plus grand défaut? Mon impatience. La personne que tu admires le plus au monde? Hey, je m'excuse, il faut que je fasse Faut que ce soit vite. La première personne qui te vient à l'esprit? J'en ai pas. Steve Jobs en affaires. Steve Jobs en affaires. Ses discours de la fin, l'amour qu'il avait pour ce qu'il faisait, sa façon de voir les choses, sa façon de faire de l'entreprise, c'est Ton livre préféré? Le Sermon sur la montagne. De qui? Hermette Fox. OK. Quel personnage d'un film aimerais-tu être? C'est une bonne question. J'écoute pratiquement pas de films. Ou d'une télésérie? J'écoute pratiquement pas de télé non plus. Oh boy! Oh mon Dieu, j'ai de la misère. Ou un super-héros, une super-héros? Mais je peux te dire, mettons un film que j'aime le truc avec Leonardo DiCaprio, là, le truc de Wolf of Wall Street, c'est ça? Oui, Wall Street. Lui, je le trouve full cool. Mais tu sais, si je veux pas être lui, là, ça n'a pas rapport. Mais non, c'est quelqu'un que tu pourrais t'identifier. Ben, même pas. Tu sais, je le trouve juste le fun, là, honnêtement. Mais c'est pas une question à laquelle je peux... Et dernière question, si tu avais à être une marque de céréales, laquelle choisirais-tu? Je mange pas de céréales non plus. Hey, c'est compliqué, tes questions. C'est pas évident. Des Jordan, c'est les meilleurs au monde. Ah ouais? Au chocolat noir. Ouais. Ah, OK. Jordan. Juste pour ça, parce que sont juste bonnes, sont le fun à manger. C'est tout. Là. Parfait. C'est bizarre. Bien, c'est parfait, Eliane. Tu as répondu à toutes les questions. C'est tough. Dernière question avant de laisser les téléspectateurs. Est-ce que tu as un conseil à nous partager, que ce soit pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, ceux qui veulent se démarrer des projets, qui veulent réaliser leurs rêves? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Croyez en vous. Ayez vraiment une conviction que tout est possible, sincèrement. Croyez-y vraiment. Travaillez hyper fort. Mettez des heures. Travaillez. Croyez-y, puis faites-le avec votre cœur dans tout. Hein. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, puis faites-le aussi pour aider les gens. Quand on a cette conviction-là d'aider quelqu'un, c'est vraiment fort comme moteur. Puis ça, c'est mon conseil. Puis l'autre chose, arrêtez de dépenser. Oui. L'autre chose, sincèrement, souvent, les gens me disent comment tu as fait pour avoir l'argent, mais j'ai surtout pas dépensé. J'ai épargné. Donc, épargner, c'est con, mais épargner. C'est un bon conseil. Je trouve qu'on ne dit pas assez. Puis aux jeunes, aux moins jeunes, c'est toujours avantageux d'épargner et de moins dépenser. Effectivement. Très bon conseil. Bien, écoute, merci beaucoup, Eliane. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, ils ont qu'à aller sur ton site web www.lajeunemillionnaire.com. Également, ta page Facebook, Eliane Gamache-Latourelle. Aussi, tes livres que je vais présenter, La jeune millionnaire en affaires, ainsi que le premier livre, La jeune millionnaire et les secrets parfois tristes de son succès, qui se retrouvent dans toutes les librairies. Également, est-ce qu'il y a des conférences qui s'en viennent? Sur mon Facebook, tout est marqué. J'en ai plusieurs. Souvent, c'est privé, mais j'en ai quelques-unes. Je sais qu'on est au Ritz le 5 décembre. On est à Québec le 6 décembre. Puis on est aussi le 27 janvier. Je suis à Brossard. Ça, c'est ce que je me souviens, surtout. Bien, chers téléspectateurs, si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à vous rendre sur la page Facebook d'Eliane ou au www.lajeunemillionnaire.com. Puis Eliane, je te remercie beaucoup de l'entrevue, le beau moment qu'on a passé ensemble. Puis j'aimerais conclure notre entretien en te disant que toi, étant une femme entrepreneur, étant une pharmacienne, la meilleure prescription que tu peux donner aux gens, Eliane, c'est avec ton amour,
puis avec l'espoir que tu donnes à travers tes conférences T'es puis ton fin. témoignage. Merci, T'es fin. Eliane. Merci à toi. Continue à inspirer tout le monde. C'est Merci. beau. Place à la capsule du coach avec Normand Laudiac. Normand, tu viens de voir l'entrevue que je viens de faire avec Eliane. Jeune millionnaire, 30 ans, belle, réussie, elle déborde d'énergie. Qu'est-ce que tu en as pensé d'elle, toi? C'est drôle parce que tu parles de qualificatif, c'est millionnaire, belle et tout. C'est sûr qu'elle l'a, ça. Bien, je dis jeune millionnaire. Ouais. On s'entend que c'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit. Là. Il y a tellement d'autres mots pour décrire Eliane, mais étant donné qu'on la surnomme la jeune millionnaire. Toi, t'en as pensé quoi? Nos invités sur le plateau ont une chance, en fait, de se parler avant, de se préparer, tu sais. Ouais. Puis moi, c'est sa passion. C'est sûr, en fond, son côté passionnel. Mais surtout, l'élément qui ressort le plus d'Eliane, c'est quoi? De s'assumer. 31 ans, et elle sait qu'elle plaît, elle sait qu'elle plaît pas, elle sait qu'elle a des idées à un moment donné, mais elle s'assume totalement. Et ça a été un des défis pour moi, ça. Je sais que je suis coloré, je sais que j'ai des gens, il faut que je déplace de l'air, et je le sais. Mais ça fait quelques années que je m'assume. Et elle, à 31 ans, totalement centrée, et aussi une notion de spiritualité. C'est vraiment beau de voir, dans le fond, qu'elle aime les gens, elle communique, elle fait un contact. On parle de signature énergétique, j'en parle dans mon livre. De voir qu'à 31 ans, quand on a fait le contact tantôt, parce qu'on ne se connaissait pas, on fait un contact, puis comme je lui ai dit, je te connais pas, Eliane, mais je te reconnais. Donc, on avait un point en commun, dans le fond, sur le plan vibratoire, de voir, dans le fond, qu'on veut faire grandir les gens. C'était vraiment des belles rencontres, puis je veux te dire merci, parce que sinon, j'aurais jamais peut-être pas vu cette année ou l'année C'était beau, prochaine. cette phrase-là. Je te connais pas, mais je te reconnais. Puis c'est tellement ça qu'on peut ressentir envers des gens que, bref, leur visage nous dit rien, mais on les reconnaît tout de suite. Ça prend un quart de seconde. Et Et j'en tu as suis- absolument raison. J'en suis ému. Puis elle disait justement, je ne sais pas si ça a passé dans la capsule parce qu'on s'est parlé beaucoup, il y a des milieux qui sont plus ou moins réceptifs à ça, cette dimension de faire enfin un contact spirituel. Puis moi, je me dis, avec mon contact ingénieur ou mon background ingénieur, je peux les emmener là puis dire, écoute, en réalité, c'est un contact et on va justement faire un lien avec la capsule. Ben oui, Il y a parce que des tu gens- parles de milieu, mais c'est aussi l'environnement dans lequel on baigne. On voit Eliane ou d'autres entrepreneurs à succès. Peut-être qu'on ne connaît pas leur vie personnelle, mais on sait que leur environnement doit être quand même positif. Et c'est donc ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Oui, parce que si tu veux réaliser, si tu veux te réaliser, réaliser ta mission de vie, puis si tu veux vraiment, dans le fond, pouvoir, dans le fond, que tu puisses réaliser des choses, qu'est-ce qu'on cherche? C'est des gens qui vont pouvoir contribuer à ça. Mais malheureusement, dans l'environnement de bien des gens, il y a des gens qui contribuent, oui, mais il y a des gens qui nous ralentissent. Et même, il y a des gens qui nous freinent. Et les gens sont mal à l'aise. Puis je dis souvent, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Chose qu'elle fait, elle n'est pas gentille, elle s'assume complètement. Hors caméra, en caméra, elle est la même personne. Tout à fait. Comment faire le ménage dans notre environnement? Parce que si on veut vraiment réaliser ses rêves, C'est ça, parce que j'imagine, bon, pour avoir un bon environnement, il faut différencier les bonnes personnes des moins bonnes. Et comment tu vas nous expliquer ça? Est-ce qu'il y a un acronyme? Comment... il y a un puissant outil, justement, je te donnais la référence vers la fin de la capsule, c'est qu'il y a des gens, et là, on va faire juste un jeu avec les auditeurs, il y a des gens qui ont une attitude positive, il y a des gens qui ont une attitude plutôt négative, c'est un fait. C'est normal. Donc, il y a le haut positif et il y a le bas négatif. Mais il y a aussi le côté ici, il y a des gens qui sont des preneurs de temps, preneurs d'énergie, preneurs d'argent même, et il y a des gens qui sont des donneurs. Donc, on voit les 4 cadrans, puis le premier cadran, c'est très cruel. C'est les gens qui sont preneurs avec une attitude négative. Je les appelle les toxiques. Je les appelais les sensus avant, mais j'ai changé mon terme. Les toxiques, pourquoi ces gens-là ne t'aideront jamais, ne contribueront jamais? C'est des rabat-joie, ces gens-là. Je m'excuse, Cédric, mais ces gens-là, il faut les éliminer de Tu n'as notre pas à vie. t'excuser. Écoute, puis je veux pas faire de préjugés, mais c'est souvent des gens qui sont très proches de notre entourage. Ça peut être un mononcle, ça peut être un conjoint, une conjointe, un beau-frère, des gens qui, on penserait qu'ils sont là pour notre succès, pour notre réussite. Mais c'est des saboteurs, des sensus, tu le dis pas, là, mais tu sais, on peut le dire comme ça, des gens toxiques. Et c'est pour ça que quand je fais du coaching, je dis, ces gens-là sont bien intentionnés. Quand les gens disent, lance-toi pas dans le fond animateur de télévision, il y en a trop en ce moment, c'est pas payant, il n'y aura pas de succès et tout. Ces gens-là sont bien intentionnés parce que eux, c'est par amour pour toi qu'ils le font, mais ils vont t'éteindre, ces gens-là. Et toi, dans le fond, l'effet que ces gens-là ont, c'est un effet toxique. Faut que tu les élimines. OK. Et là, je parle juste de l'autre côté. C'est des gens aussi négatifs, mais c'est des gens qui sont donneurs.
Ils sont Tu peux gentils. être négatif et donnant. Ouais, parce qu'en fois, tu peux être généreux. Dans le fond, écoute, moi, t'inviter chez moi et tout, mais j'ai une attitude négative. Écoutez parler. Ils ont un petit job, un petit char, ils ont tous de petits, ces gens-là. La petite vie. Ouais, c'est ça. Ils ont une attitude négative, mais ils sont généreux. Ces gens-là, je les appelle les plaignards. Il faut quand même les éliminer. Oui, parce qu'ils font de l'apitoiement, pauvre petit, pauvre petit. OK. De l'attitude négative. Mais ceux-là, il ne faut pas les éliminer, il faut les réduire. Fait que OK. si tes 10 principaux amis sont dans ce cas-là, c'est vrai que tu as un moyen problème. Il faut OK. que tu réduises les plaignards. Parfait. L'autre catégorie est un peu similaire, c'est les louangeurs. Eux, ils ont une attitude positive, mais c'est des preneurs. Ces gens-là, là, moi j'en ai, là, je pense tout le temps à un, entre autres, là, j'ai son prénom, là, c'est un louangeur. Ils ont une attitude positive, mais ils vont m'appeler. 20, 30, 40 minutes, il n'y a rien à me dire. Aïe, aïe, aïe. Puis là, il va venir te voir parce qu'il y a une nouvelle job dans les réseaux et tout, puis il y a un nouveau iPhone, il va venir te voir. Ouais. Fait qu'il y a une attitude positive, c'est sûr qu'il est rayonnant, mais il est preneur de temps, preneur d'énergie. Puis des fois, il me demande des sous parce qu'il a besoin, dans le fond, d'argent. Fait que ces gens-là, ce qu'on appelle les louangeurs, parce qu'ils sont positifs, il faut que tu les réduises. Fait qu'on comprend les toxiques, éliminer. Louangeurs, les Donc, c'est réduire. pas grave d'avoir un ou deux amis comme ça, mais si tu t'en ramasses avec 10, ça va un peu mal parce qu'il reste plus de temps pour toi. Un ou deux amis louangeurs, un ou deux amis plaignards, oui. OK. Aucun toxique sans su. Aucun toxique. Mais là, on comprend très bien qu'on a les fonceurs. Ouais. Ceux qui donnent et qui sont positifs, puis t'en es un de ceux-là, Ced. Ah, ben là. Ces gens-là, dans le fond, là, non, mais on fait des textos, Ouais, à un moment donné, ouais, c'est vrai. on fait des textos d'appréciation. Moi, dans mon power hour, excusez l'anglicisme, dans mon heure de puissance, là, je vais avoir des échanges avec ces gens-là. Ces gens-là ne disent pas qu'est-ce que je veux. Ils me disent pas, normalement, t'es beau, grand, fin, intelligent, puis tu sais nager. Là. Ils vont me dire, Normand, j'ai remarqué que j'aurais du feedback à te donner, une capsule qu'on a faite. Et ces gens-là, ils ont une intention positive. Ils ont une attitude positive, puis c'est des donneurs, ces gens-là. Donc, c'est des gens qui nous apportent plus loin, qui contribuent soit à notre mission, nos rêves, nos objectifs de vie. Et quand on veut se réaliser, là, c'est ces gens-là qu'on va avoir un genre de club sélect. On va se voir fréquemment, on va se fraterniser. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est tes piliers. Moi, l'outil, je le trouve tellement puissant parce que quand tu vas rentrer dans une relation, tu vas dire ça, c'est un preneur parce qu'il me prend beaucoup, beaucoup de mon temps. Il a une attitude négative. Qu'est-ce que Normand et Cédric ont dit? Ces gens-là sont toxiques. Il faut que je les élimine de ma vie parce qu'ils ne me permettront pas de me réaliser. Puis c'est le but ultime de nos capsules, ça. Puis les plaignards et les louangeurs, il faut les réduire un peu. Mais les fonceurs, quand tu en vois un, et comme je disais à Eliane tantôt, quand tu le connais pas, mais tu le reconnais, puis c'est un fonceur, ces gens-là, et naturellement, on s'associe et on forme un groupe. Pourquoi? Pour se réaliser. Wow, merci, Normand. Cet outil-là, c'est vrai que si tu me permets, dans le fond, avant, Ouais, vas-y, vas-y. cet outil-là, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai pris dans un livre qui s'appelle 180 degrés de Michael Appel. Puis Michael Appel, c'est un collègue qui est en Grande-Bretagne. Il a écrit un livre qui s'appelle Flip It. Flip It, 180 degrés, comment tourner. Ah, ben oui. Ouais, flip C'est it. logique. Oui, mais il a vendu les droits d'auteur, parce que c'est un auteur anglais. Il a vendu ça à une maison d'édition québécoise, qui, en 2010, me pris, moi, comme porte-parole. Wow. Et j'étais le porte-parole, je faisais des conférences, je faisais le salon du livre pour 180 degrés en 2010, et ça m'a donné le goût de quoi? De faire mon propre livre à moi. Fait que c'est une belle référence, Michael Appel, 180 degrés. C'est noté. Merci beaucoup, Normand. Merci, Cédric. Vient le temps de conclure cette émission, chers téléspectateurs, mais avant, je vous avais promis une recommandation d'un livre qui est sorti il y a quelques jours seulement, le 16 novembre dernier. Et puis, c'est pour vous informer que j'ai assisté au lancement du nouveau livre de Danielle Henkel qui est intitulé « Au cœur de mes valeurs ». Vous savez, Danielle Henkel, qui est une femme entrepreneur qui est dans Les Dragons, dans l'émission Dans l'œil du dragon à Radio-Canada. C'est une entrepreneure à succès qui réussit beaucoup et qui inspire les gens par son parcours étant venue de l'Algérie jusqu'ici. Et puis, pour avoir lu son premier livre, Quand l'intuition trace sa route, c'est un personnage, en fait, c'est une entrepreneure à découvrir parce qu'elle ne l'a pas eu facile. Et puis, avec sa famille, tous les bouleversements qu'elle a eus au cours de sa vie et de savoir qu'aujourd'hui, elle déborde de succès, elle déborde d'énergie, c'est très inspirant. Mais concernant son deuxième livre, je veux quand même vous le recommander puisque il ne parle pas nécessairement de sa vie, mais plus de elle parle plus de sa vision sur plusieurs sujets tels que les relations humaines,
tels que l'argent, tels que la famille, la vieillesse, la jeunesse. Bref, Daniel explique tous ces sujets, donne son point de vue là-dedans et c'est très inspirant. Donc, vous pouvez vous le procurer pour environ une trentaine de dollars dans toutes les librairies. C'est disponible depuis le 16 novembre dernier. Sur ce, chers téléspectateurs, je conclue l'émission en vous disant que vous pouvez regarder tous les épisodes au www.motivationquebec.com ou au www.tvlaval.com et n'oubliez pas de donner un j'aime à notre page Facebook Motivation Québec. À la prochaine tout le monde!